Renacast. Tout ça, ça m'a amené à me dire: «Mais, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux continuer à faire? Est-ce que tu es bien dans un système où en fait, tu es un numéro?» Et je me suis surprise à me dire, deuxième année d'enseignement: Laura, tu feras pas ça toute ta vie». Et si un simple déclic pouvait changer toute votre vie? Bienvenue sur Renacast, le podcast qui explore ce moment clé où tout bascule, où l'envie de créer prend le dessus sur la peur de l'inconnu. Ici, des entrepreneurs, des audacieux, des visionnaires partagent avec vous leur histoire, leurs doutes, leurs succès, et surtout, ce qui les a poussés à tout quitter pour entreprendre. Une idée qui vous trotte en tête, un projet que vous n'osez pas lancer, chaque épisode est là pour vous inspirer et peut-être déclencher votre propre déclic. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et embarquez avec nous dans l'aventure. Imagine que tu as fait tout ce qu'on attendait de toi, tu as un métier stable, une mission noble, la sécurité de l'emploi et pourtant, chaque matin, tu sens que les murs de ta salle de classe se rapprochent, tu te sens étriqué. Aujourd'hui, je reçois Laura Mezzon. Elle était prof d'italien, elle est devenue la voix des dirigeants et des entrepreneurs engagés. Elle a troqué la grammaire de Dante pour les algorithmes de LinkedIn. Mais au fond, elle n'a jamais cessé de faire la même chose, traduire la pensée pour la rendre puissante. Dans cet épisode, on va comprendre comment on rend les clés d'une cage dorée pour construire sa propre empire de l'influence. Bonjour Laura et bienvenue dans ton épisode de Renacast. Bonjour Nicolas. Merci beaucoup d'avoir répondu présente à mon invitation, c'est top. On a échangé, comme je le dis très souvent dans tous les épisodes, je donne un petit peu, tu vois, les coulisses de Renacast et on a échangé par téléphone. Je me souviens, alors moi j'étais sur la route en train de marcher pour aller à un autre rendez-vous et je me suis arrêté et on a papoté, je pense, bien une heure et demie, sur ton parcours, sur ce qu'était Renacast, sur comment j'étais arrivé là et comment toi tu étais arrivé où tu en es aujourd'hui. J'ai eu plein d'idées, tu m'as donné énormément d'idées et d'ailleurs je t'en remercie parce que dans la foulée, je ne sais pas si tu l'as vu sur LinkedIn, j'ai déjà appliqué, enfin j'essaye d'appliquer les quelques principes que tu m'as apportés sur mon compte perso, donc pas sur celui de Renacast, pour mettre en avant Renacast et finalement le back-office, le backstage de Renacast. Alors, moi, je te connais maintenant parce qu'on a énormément échangé, on a parlé beaucoup, j'ai fait énormément de recherches sur toi, mais tous nos éditeurs ne te connaissent pas encore. Alors, Laura, est-ce que tu veux te présenter? Oui, alors d'abord, bravo, hein, action-réaction. Il était super ton post, donc bravo à toi. Alors donc moi, c'est, Laura Mezzon, j'ai, 37 ans, je vis en région lyonnaise, j'ai 2 enfants de 4 et 7 ans et j'ai été prof d'italien, comme tu l'as dit, en collège pendant 10 ans. Voilà, par vocation, c'était vraiment le métier que je voulais faire, depuis toute petite, et il y a eu un moment, bah, j'ai eu, envie, j'ai eu besoin de changer et ça fait maintenant, 3 ans et demi, que j'ai ouvert ma micro-entreprise et bon, j'aurai peut-être l'occasion de te l'expliquer. Il y a eu un moment où j'ai été à la fois prof et à la fois auto-entrepreneur et en tout cas donc en communication digitale et maintenant ce que je fais précisément, c'est que j'accompagne, bah, comme tu l'as dit, les dirigeants, les entrepreneurs à bâtir une marque personnelle, forte. Donc j'ai une agence, je me fais accompagner de ghostwriters sur la partie opérationnelle et voilà, moi j'ai la partie, stratégique pour développer le personal branding. C'est excellent. Personal branding, on en parle souvent sur Renacast. Alors avec ceux qui le construisent pour d'autres, ceux qui le construisent tout seuls. Alors ceux-là sont plus souvent difficiles, ont plein de questionnements, ont beaucoup d'expériences. Parfois catastrophiques, d'autres assez exceptionnelles. Et ce que j'adore dans le personal branding, c'est l'art de se mettre en valeur pour porter. Alors tu me dis si je me trompe, hein, d'ailleurs, pour porter un sujet, un projet, une vocation des fois et on sait pas le faire. Moi, je sais pas le faire et d'ailleurs, tu l'as vu, hein, tu me l'as clairement bien dit. Merci. Et je trouve ça génial parce que on voit l'entrepreneuriat changer. On n'est plus chef d'entreprise dans son bureau tout seul en haut d'une tour à diriger l'entreprise. On incarne, alors je sais pas si c'est ça, mais tu me le diras, on incarne l'entreprise à travers son histoire, son parcours, sa vie. Et je trouve ça bien. Mais avant d'en arriver là, et on va y venir évidemment, hein, prof d'italien, hem, c'est une langue exceptionnelle qui rayonne le soleil, rayonne le soleil, c'est peut-être redondant, mais c'est quelque chose que tout le monde apprécie. La langue italienne est juste exceptionnelle, comme l'espagnol, tu vois? Elles sont chargées, les vacances pour nous, nous Français, un peu, pour eux non, forcément, c'est leur langue natale.
la Dolce Vita. Et cette langue, il y a quelque chose qui est assez intéressant, et je te l'ai mis dans le conducteur. C'est ce qui a drivé ton histoire, et tu le dis, tu avais envie d'être prof d'italien, ce qui est plutôt intéressant parce que déjà petit, j'imagine que tu avais envie de ça. Qu'est-ce que la culture italienne t'a appris sur l'importance de l'image, de la présentation sociale? Parce que finalement, le personal branding, ça vient de ça. C'est l'image, c'est la présentation sociale d'une personnalité. C'est ce qu'on appelle, en tout cas, c'est ce que moi j'appelle la bella figura. Et toi, tu m'as dit dans la présentation que tu n'étais pas d'accord. Alors du coup, pourquoi? Dis-moi tout ça. Bon alors déjà super accent, juste pour répondre en 2 temps, moi j'ai toujours voulu être, prof ou instit. La vocation elle était plutôt dirigée vers l'enseignement et ensuite, voilà, j'ai eu une super prof, d'italien en lycée, j'aimais la langue, la culture, j'avais envie de la partager et donc voilà, après l'italien était une évidence, dans un second temps. Et ensuite ce que tu m'as dit là sur, la bella figura, moi, c'est en tout cas, c'est pas l'italien, enfin on va dire c'est pas la culture italienne qui m'a appris ça. La culture italienne pour moi c'est plutôt, la convivialité, le partage, le bien manger, la famille, tu vois? Mmh. Donc moi, ce que j'ai, voilà, ce qui en moi vient de ma culture, italienne, hein. J'avais, ma grand-mère italienne, en France, mon papa aussi, né en Italie, voilà, qui est arrivé en France quand il était petit. Donc moi, c'est plutôt, tout ça. Après ce que tu dis sur, la bella figura, donc moi, c'est pas en tout cas ma perception, de la culture italienne, mais c'est vrai que, en personal branding, l'image, ce que tu renvoies, c'est hyper important et bah, je t'avoue que voilà, quand j'ai lu ton conducteur, j'ai quand même réfléchi à me dire, d'où ça me vient du coup? Et en fait, finalement, moi je me suis reconvertie donc j'avais déjà, passé, largement les 30 ans, quand, je me suis, mis, on va dire, sur le marché de l'auto-entrepreneuriat sur LinkedIn et c'est quelque chose que je du coup, je pense avec, bah, un peu d'expérience de la vie, j'ai compris tout de suite, tu vois? Que, quand je voyais, des freelances, se faire des selfies, moi je faisais pas de selfies en fait. Moi, mes premiers cachets, j'ai payé une photographe pour avoir des photos pro Mmh. parce qu'en fait, je me suis dit et là, je travaillais pas encore le personal branding. À l'époque, je faisais de la rédaction web SEO et un peu de community management avant d'avancer vers le personal branding. Mais tout de suite, en fait, j'ai compris que moi, je voulais m'adresser à des dirigeants, à des entrepreneurs avancés et bah, l'image, ça fait partie de ta com. Donc c'était tout de suite important, pour moi. Et du coup, je me dis: «C'est peut-être le côté, bah, voilà, un peu d'expérience de la vie». J'ai pas débarqué sur LinkedIn à 20 ans et du coup, j'ai tout de suite, voilà, appréhendé ces choses-là, compris que, bah, l'image, c'était important, ce que tu renvoies, c'est important et faire un selfie quand tu veux bosser avec des dirigeants, bah, non, il y a mieux, quoi. Alors, on pourra revenir dessus parce que ça me donne tout de suite une question, ça me pose une question. Je la pose là, mais n'y réponds pas, s'il te plaît. On y reviendra. Photographe pro dès le début. Est-ce que du coup, ce qui me vient en tête, c'est est-ce que on n'attend pas la perfection pour se lancer et finalement un selfie mal fait, c'est toujours mieux que rien du tout. Et parfois, ça montre tes blessures, tes fêlures, ton quotidien, ce qui fait que les gens s'intéressent à toi, s'identifient à toi. On y reviendra tout à l'heure, je laisse mûrir cette réflexion. Alors tu t'es lancé prof d'italien, donc plusieurs années, combien tu m'as dit 10 ans, 10 ans de prof d'italien, c'est ça? Euh, et alors, quand on est prof d'italien, on a un beau statut, comme je disais en intro, hein, techniquement, ta vie est toute tracée, hein, tu vas aller jusqu'à la retraite sans aucun problème, et tu sais même le salaire que tu auras à la fin de ta carrière, hein, puisque dans les négociations nationales, on sait un peu combien on va gagner, qu'on soit bon ou mauvais d'ailleurs, hein. C'est ce que moi je reproche à l'éducation nationale. Bah, je suis un peu d'accord et puis tu as une grille qui est en ligne, hein, je veux dire, tout Ouais. le monde peut aller la voir, c'est hyper transparent. Mais toi, tu te dis: «OK, je suis prof, mais j'ai envie d'autre chose». Alors à quel moment tu te dis, et comme je le dis en intro, tu as utilisé un terme, le terme que j'ai utilisé en intro qui est étriqué, c'est je le sors d'une de tes discussions, alors je me souviens plus exactement où, ou d'un de tes posts, je pense peut-être, où tu utilises ce terme-là. Il est quand même très, très fort, je trouve. À quel moment, précis, dans ta salle de classe ou ailleurs, en discussion avec tes amis, tes collègues, enfin des proches, tu t'es dit que le costume de prof n'était plus taillé pour toi, il était peut-être trop petit, et il était plus assez ample pour ton ambition. Alors, je pense que c'est arrivé en plusieurs temps. La 1re, révélation, ça faisait, 1 an que j'étais prof, c'était ma deuxième année et ils m'ont fait le le rectorat parce que ça vient toujours d'en haut les ordres, quoi. M'ont fait la joie de me mettre sur 3 établissements. Donc j'étais prof titulaire, mais j'avais pas, toutes mes heures sur un seul établissement. Donc j'avais une semaine, atroce, hein, c'est le terme. Je naviguais, enfin, dès que j'avais fini un cours, je reprenais ma voiture pour faire une autre route pour aller ailleurs. J'étais épuisée, j'avais pas d'enfants à l'époque. Donc voilà, c'était ma semaine et je me suis surprise à me dire: «2e année d'enseignement».
Laura, tu feras pas ça toute ta vie», en fait. Alors que, voilà, pour moi, c'était le parcours tracé, un peu comme tu l'as dit juste avant, voilà, je venais d'un milieu assez modeste et en fait, faire des études déjà, c'était, voilà, c'était l'ascenseur social, personne n'a de master dans ma famille, tu vois? Devenir prof, enfin tout ça, c'était vraiment ce qu'on m'avait inculqué depuis toute petite, voilà, va fai sois bonne à l'école et puis, tu réussiras. Puis du coup, bah, mon modèle, c'était devenir prof et voilà, je l'ai fait avec beaucoup d'entrain et sauf que, voilà, moi aussi, je voyais ma carrière tracée toute ma vie et la deuxième année, en fait, les conditions de travail ont fait que je me suis dit: «Tu feras pas ça toute ta vie», sauf que quand tu as un master en italien, un concours en italien, ouais, qu'est-ce que tu fais d'autre? Tu sais pas trop quoi. Donc ça, c'était déjà la première révélation, 2e année de voilà. Et puis après, petit à petit, voilà, bon, j'ai avancé tout ça, je me posais beaucoup de questions et arrivé mon 1er congé mat et à l'époque, moi je voulais, en fait, quand enfin, tu sais, le congé mat, c'est, tu reprends aux 2 mois et demi de l'enfant et bon, bah, en fonction de ton statut de salarié, tu peux cumuler des congés, tu peux enfin bref, tu peux t'arranger, voilà, bref, ou prendre un congé parental. Et moi, même si, mon congé mat, c'était pendant les grandes vacances d'été, c'était juillet-août et bon, c'est comme ça. Il y avait pas de possibilité de cumuler, en fait, tu vois? Je devais reprendre en octobre aux 2 mois et demi de mon 1er enfant. Ça me convenait pas, donc je voulais un congé parental, voilà, pour prolonger un petit peu et sauf qu'à l'époque, on était en 2018, le congé parental dans l'éducation nationale, c'était que des périodes de 6 mois. Donc soit j'enchaînais pour 6 mois, heu, 12 mois, 18 mois, soit je pouvais pas prendre de congé parental et en fait, tout à ce moment-là, je me suis rendu compte que, j'étais dans un système avec des règles, en plus, je sais pas comment les définir, mais un peu arriérées. Je veux dire, dans une société où, voilà et puis donc, bah, j'ai pris, mon téléphone et j'ai appelé le rectorat. Donc j'ai eu, la personne qui gère mon service, parce que bon, c'est hyper fragmenté, tu imagines bien et je lui ai expliqué ma situation et elle m'a gentiment envoyée promener en me disant: «Madame, on va pas faire une exception pour vous, vous voulez 6 mois ou vous voulez rien, en fait?» Je dis: «Non, mais moi je veux 3 mois». «Non, c'est 6 mois, rien». J'ai accroché et puis bon, bah, en plus avec les hormones, voilà, j'étais enceinte, tout ça, bon, j'étais pas bien et là, je me suis vraiment dit: «Mais attends, mais qu'est-ce que je fais là-dedans, en fait? Enfin, tu es un numéro dans un truc, les règles, elles sont pourries et tu peux pas changer». Du coup, j'ai raccroché, j'ai fait mon courrier, j'ai dit: «Bon, bah, donnez-moi 6 mois parce que de toute façon, je veux pas rien», donc j'ai pris 6 mois et bah, je sais pas ce que si j'anticipe un peu ta trame, mais je sais que tu vas revenir et pendant ces 6 mois, je me suis beaucoup questionnée déjà, en fait, tu vois? Donc ça faisait, je sais pas, à peu près 5 ans que j'étais prof et je me suis beaucoup questionnée. Du coup, tout ça, ça m'a amenée à me dire: «Mais, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux continuer à faire? Est-ce que tu es bien dans un système où en fait, tu es un numéro quoi, qu'on t'appelle le rectorat, on t'envoie balader?» Et c'était un moment aussi où je me questionnais beaucoup sur ma pratique parce que, j'avais pas ce qu'on appelle une autorité naturelle. Ouais, moi, dans ma classe, il y avait du bruit, tu pas voler les mouches, voilà. Après bon, j'enseignais une langue vivante, donc c'était peut-être pas plus mal. Voilà, il y avait des interactions, il se passait des choses. Enfin bref, les élèves étaient en activité, en groupe, ça parlait, mais bon, travaillaient quoi. Mais quand même, c'était une époque où je me posais beaucoup de questions et pendant ce congé mat, j'ai lu, bon, bah, j'anticipe un peu, mais je parle de celui-là, un livre qui s'appelle «Heureux d'apprendre à l'école» de Catherine Guéguin et Catherine Guéguin, c'est une, attends, je crois qu'elle est psy, mais elle est spécialisée en neurosciences et en fait, ce livre, il était, fabuleux. Il expliquait comment, les enfants et les profs, les relations qu'ils devaient avoir, en fait, pour se sentir bien, pour créer un bon cadre dans la salle de classe et avoir envie tous d'être heureux d'apprendre à l'école, de venir à l'école et de créer vraiment une relation et en fait, enfin, quand tu finis ce livre, tu te dis: «C'est logique, en fait, tout ce qu'elle raconte», mais pas pour certains profs ou parce qu'on veut rentrer dans, le côté, «Il faut que quand je ferme ma porte, on n'entend plus un bruit». Un élève qui se lève, bah, ça mérite une réprimande, non, en fait, moi, j'ai jamais été une prof comme ça, en fait. J'ai toujours eu beaucoup de souplesse, mais sauf que je me disais que j'étais, du coup, pas adaptée au cadre, tu vois, de l'éducation nationale et en fait, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit: «Bah, en fait, c'est juste que l'éducation nationale, c'est trop strict, mais c'est pas moi qui fais mal les choses», parce qu'en fait, moi aussi, j'ai de bons retours des élèves, des parents, même de mes directions, hein, ça se passait bien, j'étais pas non plus, hors cadre mais voilà, j'enseignais avec beaucoup de souplesse, en fait et donc je retourne enseigner, avec, beaucoup d'entrain après avoir lu ce livre en me disant: «Mais en fait, ouais, ma méthode, elle est bonne, quoi, Catherine voilà, c'est ce que se dit Catherine Guéguin, ça me parle, c'est hyper bien» et puis bon, après, bon, bah, voilà, d'autres épisodes qui ont fait que, je me suis de nouveau sentie enfermée, par, des prérogatives de la direction, par des réformes qui ont pas de sens, par, un rectorat, qui m'a encore enfermée sur d'autres sujets et au bout d'un moment, je me suis vraiment sentie, étriquée, je pense que c'est le terme, en disant que j'avais aucune liberté finalement pédagogique oui, mais avec beaucoup, beaucoup de contraintes et j'en ai eu assez.
Voilà. Effectivement. Et tu vois, et un point qui est intéressant que tu soulèves, c'est un moment de ta vie où ta vie change déjà par défaut, et qui te pose, qui pose les bases d'une réflexion, profonde. Bon, toi, c'est l'arrivée d'un enfant, et sur Renacast, on a souvent, ce déclic, enfin, ce 1 en tout cas, cette première étape de réflexion provient d'un changement de vie. Alors toi, comme on le disait, la grossesse, d'autres, beaucoup d'ailleurs sur Renacast, c'est le Covid. Alors pour les hommes, c'est plus le Covid d'ailleurs, la Covid, je sais pas comment on dit finalement, qui a poussé à la réflexion profonde, ces temps de d'inactivité, d'ennui profond. L'ennui, on peut y revenir plein de fois. Pour moi, est quelque chose d'hyper important pour réfléchir, Ouais. pour changer nos conditions. Et tout ça, il faut savoir l'écouter, il faut savoir l'analyser. Et on a beau dire, on a beau faire, quoi qu'il arrive, quand on s'ennuie, on trouve que notre situation peut s'améliorer ou en tout cas n'est pas bonne à un moment donné. Toi, tu le dis, tu vois que les cadres sont pas les tiens et ils sont trop petits. L'éducation nationale est pas faite pour être révolutionnée. Je suis elle est comme elle est. On peut la critiquer. On a de la chance quand même d'en avoir en France, mais c'est très très compliqué. Je suis d'accord avec toi. Ce qui est bien, c'est que derrière, tu prends les devants, tu lis et travailler sur c'est quoi de la PNL. Non, non, c'est même pas ça. Son livre, c'est sur Non, c'est vraiment les neurosciences, en fait. Donc c'est, voir, comment, voilà, comment nos schémas cognitifs, en fait, comment, face à, voilà, elle donnait vraiment des exemples parce que je pense qu'elle accompagne en tant que psy des enfants et aussi des profs qui parlent de situations, en fait, bah, douloureuses en classe. Voilà, on n'est pas là pour être dans le conflit, entre profs et élèves et donc elle explique, en fait, comment, je sais pas, quand enfin, je sais pas, imagine, tu as une crevaison, tu arrives en classe, tu es super énervé, voilà, bon, bah, les enfants, ils savent même pas ce qui t'arrive. Ils te voient juste sur les nerfs, ils comprennent pas et puis ça crée un climat, compliqué et en fait, elle expliquait juste qu'elle avait dit à cette prof: «En fait, vous arrivez et bon, sans forcément raconter toute votre vie, vous dites, rapidement: "J'ai eu un souci ce matin et je m'excuse déjà par avance, je risque d'être un petit peu sur les nerfs"» et puis rien que de dire ça, bah, la séance se passe vachement différemment, tu vois? Donc c'est des petites choses, comme ça. ouais, c'est alors, rien à voir, mais je le dis quand même. La SNCF devrait s'en inspirer quand, les trains s'arrêtent sur les voies. Juste nous dire ce qu'il en est, ça dédramatise beaucoup de choses en tout cas. OK, donc ouais, effectivement. Du coup, tu commences à réfléchir, l'éducation nationale, c'est plus fait pour toi, mais en France, c'est quand même presque un acte de rébellion de se dire ça. Est-ce que pour toi, il y a eu un prix psychologique de te dire: «OK, je vais rendre les clés de la sécurité et je vais les poser sur la table et je vais partir à l'inconnu»? Alors, il y a plein de biais, hein, qu'on peut aller voir, mais au niveau familial, les amis, les supérieurs, comment tout ça, ça a été perçu? Alors déjà, je l'ai vraiment fait, par petites étapes. Je pense qu'à la fois pour les autres et pour moi, ça a permis d'arriver plus facilement et que ça soit pas vraiment une grosse coupure d'un coup. J'ai pas attendu d'en avoir marre et tant mieux parce que, les profs aigris, c'est atroce pour eux comme pour les élèves, tu vois? Je pense que je suis partie avant d'être aigrie donc ça, c'était déjà bien. Donc ça a été vraiment par étapes. Moi, j'ai eu la chance, en fait, j'ai découvert un truc, c'est que quand tu es, fonctionnaire, tu peux faire une demande auprès du rectorat de cumul, autorisation de cumul d'activités. Donc en fait, donc j'ai découvert, la com digitale qui me plaisait, je me suis inscrite à une formation et en fait, je me suis rendu compte que, une fois que voilà, j'avais validé cette formation, si je voulais, commencer à facturer, avoir des clients, je pouvais rester, je crois que c'était 70 ou max un 80 de prof et à côté, avoir aussi le statut, d'auto-entrepreneur. Donc j'étais, mi-fonctionnaire, mi-auto-entrepreneur et là, bon, malgré les lourdeurs administratives, c'était accepté hyper vite, donc j'étais hyper surprise mais hyper contente. Et donc ça a commencé comme ça, donc tu vois doucement en fait, j'ai gardé un 60 de preuves, donc une, sécurité financière parce que je pouvais pas non plus tout claquer, j'avais pas de chômage ou je ne sais quoi. Donc une sécurité financière, un 60 de preuves et puis, bah, du temps pour commencer à développer mon autre activité, à facturer des clients et au bout d'1 an et demi vraiment, j'ai percé donc les derniers 6 mois ont été j'étais sous l'eau tout le temps parce que ça faisait finalement 2 activités, prenantes, à gérer. Mais en tout cas, tu vois, financièrement, j'y suis allée doucement, psychologiquement, finalement, il s'est passé 2 ans, donc doucement et mon entourage, en fait, je pense qu'ils ont été surpris parce qu'il y a eu une phase où, bah, je me plaignais un peu, quoi. «Ouais, j'en ai marre de ci, j'en ai marre de ça». Puis bon, bah, comme réponse, «C'est bon, tu as 2 mois de vacances, tu as des vacances tout le temps». Ouais, enfin, OK, mais ça compense pas tout, quoi. Puis quand j'ai compris que, bah, c'était stérile, en fait, de me plaindre, j'ai agi
Et bon, bah, j'ai agi un peu de mon côté, quoi. Petit à petit, bah, bien sûr, je me suis mis d'accord avec mon mari parce que, bah, financièrement, ça avait un impact, mais il validait, totalement, voilà, ma reconversion. Et puis, vu qu'on y allait petit à petit, en fait, tu vois, finalement, même pour mon entourage, c'était petit à petit. Et quand mon entourage a compris que finalement, c'était pas juste une petite lubie, que vraiment, l'objectif, c'était de quitter l'éducation nationale, là, j'ai eu des remarques comme: «Ah oui, mais t'en avais vraiment marre, c'était pas juste pour te plaindre». Ben non, tu vois? Et puis du coup, voilà, donc déjà, il y a eu cette compréhension et puis après, bah, bien sûr, un peu des questions parce que c'est un peu abstrait, enfin, moi, j'ai pas d'auto-entrepreneur enfin si, un peu j'ai quelques artisans dans mon entourage, mais pas beaucoup, tu vois? Donc déjà, d'être à son compte, c'est pas quelque chose d'hyper, connu, par mes proches. Donc un petit peu d'inquiétude, tu sais? Quand, les gens connaissent pas, de surprise. «Mais, ton truc là, tu vas gagner ta vie avec? Ouais, ça va?» Puis un peu: «Ah bah ça va heureusement, bah mon mari s'appelle Nicolas, heureusement Nico, ça va, bon, à pire, non mais c'est pas Nico, ça va, c'est t'inquiète, je vais gagner de l'argent moi aussi et puis, on va élever notre famille tous les 2 et voilà, je vais pas me faire entretenir, tout va bien quoi». Et voilà, donc il y a eu cette partie-là, mais finalement pas trop sur le côté éducation nationale parce que je pense qu'on est dans une époque quand même où dans les médias tu entends, que tout n'est pas rose et tu peux comprendre qu'il y en a qui ont envie de passer à autre chose. Donc Ouais. voilà, ça a été très progressif. Ouais, alors plein de choses dedans, hein. C'est une info intéressante. S'il y a des profs qui nous écoutent, qui ont envie de suivre ton parcours, l'autorisation de continuité d'activité, non, comment tu as appelé ça? Cumul Cumul d'activité. d'activités. Ça, hyper intéressant, allez vous renseigner. Ça peut, bah, ça t'a aidé toi, donc ça va en aider plein d'autres à changer de voie, à s'épanouir dans leur métier et ne pas devenir aigri, comme tu l'as dit, parce que des profs aigris, il y a rien de tel. T'as pas envie d'aller en cours avec ces profs-là. Et puis, un autre point qui m'interpelle pas mal parce que j'ai écrit tu sais, tous les dimanches, j'écris un post sur une réflexion que j'ai dans la journée, dans la semaine, de discussions que j'ai avec des personnes et je sais plus le titre que je lui ai donné, mais en gros, c'est tu redoutes le dîner de famille du dimanche midi parce que ton petit truc là, toi là, tu gagnes de l'argent avec. Au fait, ça marche ton truc. Et ce qui m'exaspère le plus, c'est qu'on te dit ça, le truc. Tu vois, je trouve ça c'est tellement dénigrant, c'est tellement difficile de l'entendre. Souvent, il y a le mot souvent, il y a le mot petit, pardon, je te coupe parce que je sais que c'est un mot que tu aimes pas, mais souvent, il y a le mot petit. «Oui, ta petite activité là, ton petit truc là, ça donne quoi? Oui, tu arrives à avoir 1 ou 2 clients? Oui, oui, t'inquiète pas, ça marche». Ton hobby, ton petit hobby. Moi, je trouve ça fou et le conseil que je peux donner, c'est que, de pas écouter. On peut entendre, écouter, je sais jamais comment on dit. On peut entendre les gens, mais on peut pas les écouter, on peut les écouter, on peut pas les entendre. Enfin, faites comme vous voulez. En gros, écoutez-les, mais faites ce que vous voulez, au plus profond de vous-même parce que, ben, il y a que vous qui allez réussir ou échouer. Les autres ne verront que la finalité et puis tout du long, ils vont vous critiquer de toute façon. Ne vous inquiétez pas avec ça, ils savent le faire, hein, et même de manière très gentille, hein, c'est pour enfin, ils projettent leur peur sur vous, heu ouais, mais du coup, ils peuvent tuer, dans l'œuf, une idée géniale qui pourrait révolutionner le monde. Donc, n'écoutez que vous et au pire, vous pouvez vous le reprocherez qu'à vous si ça ne marche pas. Alors OK, tu décides petit à petit de quitter, l'enseignement, l'éducation nationale. Alors c'est dur, hein, quand même. Est-ce qu'il y a un moment où ça y est, ton cerveau a définitivement, lâché l'enseignement? Est-ce qu'il y a un mardi après-midi où quand tu as finalisé, enfin, imaginé, fini, posé ta démission, qu'est-ce qui t'est passé par la tête, par l'esprit en ce moment-là où tu t'es dit: «Ça y est, j'ai fini»? Est-ce qu'il y a un moment précis où tu te souviens, où tu t'es libéré du cadre de l'éducation nationale? Je pense qu'en fait, pareil, ça a été progressif. En fait, au bout d'1 an et demi, vraiment, mon activité, à côté a vraiment décollé et il y a eu un moment où, tu vois, j'osais pas trop, raconter ma vie à mes clients, quoi. Je disais pas forcément que j'étais à moitié, prof. Et puis, il y a eu un moment où ça a pris tellement de place que, bah, mes visios, je les faisais entre midi et 2 dans ma salle de classe, tu vois? Donc il y avait un tableau derrière moi, donc voilà, là, je disais: bah, salut, en fait, voilà, enfin, tu vois, en visio découverte: «Bonjour, bah, voilà, c'est Laura. Bah, moi, pour l'instant, je suis encore à moitié prof. Bah, d'ailleurs, tu vois, je suis dans ma salle de classe» et puis voilà, tu vois, je me présentais comme ça et je me suis rendu compte qu'au final et tu vois, en personal branding, finalement, c'était mon histoire, c'était ma force et que c'était pas décrédibilisant. Au début, je me disais: «Ah, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Une prof, a rien des codes de l'entrepreneuriat» et en fait, pour beaucoup, bah, ça rassure quand même de voir bah, que je sais pas, que tu as mené une classe, que tu as fait des études, bref, que tu as un background, qui est finalement assez sérieux. Donc au final, je me suis rendu compte avec un peu de temps que c'était,
plus un atout qu'un boulet, dans mon personal branding et puis même, si ça avait été, bon, bah, à toi de sortir de enfin, le meilleur, pour ce que tu as besoin ensuite de délivrer aujourd'hui. Donc il y a eu ce moment-là, il y a eu cette phase-là où en fait, je me suis rendu compte que déjà j'ai vraiment assumé et puis, il y a eu un moment où, ouais, en fait, je m'éclatais tellement plus avec mes clients, à faire mon travail qu'à venir en classe. En fait, c'était pas un mardi après-midi, c'était tous les matins. Au moment de partir, bah, j'avais pas envie quoi, en fait, j'avais juste une envie, c'est d'être à midi parce que j'avais un call ou, tu vois? C'était plutôt, sur ce basculement, d'envie où voilà et puis, bah, je savais en fait, tu vois? Bah, moi je suis quelqu'un quand même d'assez réglo qui tient mes engagements, donc j'ai arrêté l'année en fin d'année scolaire. J'ai fait les papiers en avance, voilà, donc en fait, c'est pour ça que c'était hyper progressif. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a eu ce moment où, en fin d'année, voilà, pour fêter la fin de l'année, le dernier soir, avec les profs, on se fait un pot, voilà et puis il y a aussi, tu sais, il y a souvent des collègues qui mutent, donc qui changent d'établissement, c'est un peu le pot de départ, donc voilà et moi, j'étais un peu, cette ovni, qui était dans l'entre-deux parce que, je partais pas à la retraite, je changeais pas d'établissement et quand même, je pense qu'il y avait un truc un peu comme tu l'expliques de difficulté à dire au revoir à l'éducation nationale. En fait, j'ai pas demandé ma démission la première année, j'ai demandé ma disponibilité. La disponibilité, c'est un peu une année sabbatique, quoi, tu vois? Mais tu restes, encore, affilié éducation nationale, même si tu perçois, plus d'argent et puis tu peux reprendre un poste, l'année suivante et donc en fait, j'étais un peu cet ovni parce que je partais en dispo, mais je pense que mes collègues avaient bien compris que je partais tout court. Et donc en fait, ils savaient pas trop, s'ils me mettaient dans le pot de départ, c'est parce qu'ils se cotisent, ils font des petits cadeaux et du coup, j'en ai fait partie quand même, mais j'ai compris que c'était, tu vois, j'étais un peu dans l'entre-deux, je savais pas trop où me mettre et moi, du coup, pareil, je savais pas trop, si comme les collègues, je prenais le micro, je prenais la parole, c'était un peu particulier en fait, finalement, d'y aller, comme ça et puis surtout parce qu'eux, en classe, ils me voyaient enfin bien. Voilà, pour les élèves, j'étais toujours une bonne prof, ça se passait toujours bien, tu vois? Donc voilà, bon par contre, ils me voyaient peut-être plus en salle des profs parce que le midi, les récrés, j'étais sur l'ordinateur quoi. J'avançais mon autre activité et donc ouais, j'ai quand même pris le micro, tu vois, ce soir-là un peu, de façon, spontanée et ouais, ça a été beaucoup d'émotions parce qu'en fait, de prendre le micro, je me suis rendu compte vraiment, ce que ça signifiait, de partir, puis je crois que je leur ai dit quelque chose comme, «J'ai l'impression de quitter le navire», alors que le navire est pas forcément non plus, hyper enfin, navigue pas hyper facilement. Je sais, vous, toute l'énergie que vous mettez à faire que ce navire continue à voguer et moi, j'ai l'impression de partir, quoi. En plus, j'ai des enfants, donc j'espère qu'il y a des profs, aussi motivés que vous qui vont continuer à rester sur ce navire. Mais moi, c'est plus pour moi, tu vois? Je leur ai dit quelque chose comme ça et ouais, donc c'était hyper émouvant et ouais, pendant, voilà, quelques jours, j'ai vraiment senti à ce moment-là, que je tournais une grosse page, quoi. Ouais. Un soulagement au moment où tu prends le micro? Ouais, je pense, parce que quand même d'acter quoi, pas de part enfin, parce que, enfin, comme je t'ai dit, je demandais une dispo et finalement donc l'année suivante, au renouvellement de la dispo, j'ai demandé officiellement ma démission, mais du coup ça je suis sortie par la petite porte. Mais, de pouvoir, ouais, finalement, tu vois, acter parce que, bah, tout le monde savait que Laura, elle avait une autre activité, que Laura ci, que Laura ça, mais à part mes collègues les plus proches qui, eux, avaient bien compris que je partais, c'était peut-être encore flou, tu sais? On est une équipe d'une cinquantaine de profs dans un Mmh. collège, donc ça fait du monde avec, voilà, les personnels, tout ça. Donc c'était la façon aussi de mettre des mots sur, pourquoi je partais, expliquer que je partais pas parce que j'en avais ras-le-bol des élèves, que je partais pas parce que bon, tu sais, dans tout établissement, il peut y avoir, des choses qui se passent plus ou moins bien, mais que c'était pas à cause d'eux. Enfin, en tout cas, pour moi, j'étais bien dans cet établissement, mais c'était, des voilà, des choses beaucoup plus grandes qui me faisaient partir. Ouais, et plein de choses intéressantes. Encore une fois, un truc que les profs peuvent demander, enfin tout le service, ah, j'ai perdu. Bref, étatique, tu peux demander une disponibilité, donc ce qui te donne, potentiellement un plan B au cas où ça ne fonctionne pas. Donc certes, tu touches pas de revenus pendant ce laps de temps-là, mais ça te donne quand même, l'occasion de revenir si ça chute. Alors moi, je suis pas pour les plans B. Moi, j'aime bien me lancer dans le plan A sans avoir de plan B. Comme ça, je me donne à fond en me disant, bah, j'ai pas le choix, il faut que ça fonctionne. Alors je fais plein de trucs, donc du coup, pas de problème. J'ai 1 milliard de plans A, j'ai pas de plan B. Et je trouve ça intéressant d'avoir ça quand même pour ceux qui ont un peu moins de certitude, qui ont un peu la crainte de ne pas réussir. De ce que je comprends, tu pars, mais tu sais que ça marche déjà, puisqu'avant de partir, tu as déjà des clients, tu es déjà surbooké. Et tu fais quoi à ce moment-là? Tu es dans le copywriting uniquement ou tu as déjà réfléchi à ce qui serait demain?
À ce moment-là, je suis déjà dans le ghostwriting. Donc ghostwriting, j'explique, c'est peut-être pas un terme hyper connu, déjà copywriting, il y a quelques années, on ne connaissait pas. Ghostwriting, donc c'est-à-dire que, je prends la plume pour, des dirigeants. Donc à cette époque-là, je bosse essentiellement avec des dirigeants de TPE ou de petites startups et en fait, on a identifié que le canal LinkedIn, c'est un canal hyper pertinent, pour atteindre leurs objectifs de visibilité, de conversion, d'autorité, voilà et donc moi, je suis la personne, qui met en place cette stratégie de com, pardon et qui ensuite, échange avec, tu vois, comme on le fait là, c'est hyper informel, c'est de cette façon-là 2 fois par mois et puis on va discuter, des sujets d'actualité, de l'entrepreneur, par rapport bien sûr à la ligne édito qu'on a définie. Ensuite, moi je rédige ses posts, donc ghostwriting dans ce sens-là, parce que c'est pas la personne qui rédige ses propres posts et puis, je lui envoie, il valide, je choisis le visuel et puis, tous les mois on fait un point sur la strat. Donc à ce moment-là, je suis déjà bien lancée dans le ghostwriting. C'est une, activité très particulière, j'ai déjà des clients, ça roule bien, j'ai des process, tout roule et je sens que je m'épanouis à fond, en fait. J'ai trouvé vraiment, dans la com digitale ce qui me plaît. Donc là, quand je pars, j'ai déjà tout ça. Alors du coup, c'est cool, génial, j'adore. Oui, effectivement, ghostwriting, je suis parti un peu trop lo un peu trop large, mais du coup, tu es prof et comment, plein de questions qui me viennent, comment, quand tu lances ton activité, tu choisis donc, le statut de entreprise parce que j'imagine que c'est le plus simple à ce moment-là et que tu as pas envie de te prendre la tête, que, la compta, tout ça, bon, c'est bien, mais tu veux te concentrer sur ton activité donc je pense que c'est pour ça, tu me diras, hein, si j'ai tort. Et puis, comment tu vas chercher tes premiers clients? Parce que oui, moi aussi, je veux écrire pour les autres, pas de problème. Moi aussi, je veux écrire des bouquins pour plein de monde. Mais où ils sont ces gens-là? On en parlait juste avant de lancer l'enregistrement. Je veux que RenaCast soit sponsorisé, mais il faut aller les chercher. Et comment toi, tu as fait? Alors moi, je donc déjà, voilà, au moment où dans ma tête, il y a la petite graine de: «Tu feras pas prof toute ta vie», en fait, je commence à beaucoup lire, je prends un abonnement Audible, tu vois? Mais pour lire, enfin, à la fois du roman, du polar, j'aime bien le polar ou même, enfin, un des premiers titres que j'ai téléchargé sur Audible, c'est la biographie de Steve Jobs, tu vois? Enfin, j'avais envie aussi de voilà, ces choses-là. Et ensuite, je me mets au podcast aussi. Donc moi j'adore le podcast. Je pense que depuis 2018, j'écoute je ne sais pas combien, d'heures de podcast et à ce moment-là, en fait, je me passionne de marketing et de com et donc en fait, j'apprends déjà, beaucoup de choses. Donc j'ai pas mal de tips, donnés par ce que j'entends en podcast, en fait et puis à force, tu entends, tu vois? Ça rentre dans ta tête et tu testes des choses et ensuite, quand vraiment j'ai décidé de me reconvertir, je me suis formée. J'ai choisi, chaque fois ce qui était pour moi la meilleure formation dans le domaine, tu vois? Je regarde pas le prix, celle que j'identifie comme la meilleure, c'est celle-là vers laquelle je vais. Donc j'ai d'abord été formée en rédaction web SEO, tu vois? J'ai pris un peu de sous que j'avais sur mon livret A, j'ai commencé comme ça et dans ce genre de formation, vu quand même c'est pour, finalement des auto-entrepreneurs, ils commencent à te donner un petit peu de méthodologie, de prospection, de visibilité, des petites choses comme ça et puis ce qu'il disait, c'était dans un premier temps d'aller vers les agences de com, ce que j'ai fait, bon, payé à coups de bâton, hein, bien sûr, mais bon, ça te donne un peu d'expérience et puis, d'aller vers ton entourage, en fait. Tu vois, l'entourage, même si, comme on disait tout à l'heure, il est hyper inquiet, tout ça, une fois que tu as franchi le pas, bah, il est quand même là pour t'aider et en fait, de dire ce que tu fais, bah, il va me dire: «Ah bah, ouais, bah, en fait, moi, j'ai ce besoin» ou «Je connais quelqu'un qui a ce besoin». Tu vois, j'ai eu mes premières missions un petit peu comme ça et puis après, j'ai voulu grandir en me disant: «Bon, la rédaction web SEO, OK», mais en fait, j'y voyais pas plus d'avenir que ça une fois que j'étais dedans. J'entendais enfin, voilà, il y avait besoin de community management, donc pareil, je cherche la meilleure formation du marché avec mes premiers cachets, en fait. C'est pas la séance photo, c'est d'abord une deuxième formation que j'ai payée, donc je paye cette formation et là, on allait encore un cran plus loin dans, comprendre, bah, comment te vendre, comment faire un appel découvert. Donc tu vois, c'est toutes des choses que j'ai apprises et après que j'ai mises en pratique, bah, à communiquer sur LinkedIn. Donc comme je te disais, moi j'ai compris que c'était important aussi de renvoyer une bonne image, donc avec des photos pro. Ensuite, bah, aller faire un petit peu de prospection, par mail, par message, comme on me l'avait appris et après on va dire la dernière étape pour quelqu'un, qui serait dans un métier de service comme moi, je pense pour, se différencier quand on se lance, c'est vraiment le positionnement. Moi ensuite j'ai fait donc une dernière formation, dans mes grosses formations vraiment par une freelance qui faisait du ghostwriting et pour qui ça marchait hyper bien et qui décidait un peu de se diversifier et qui voilà, qui lançait une formation et du coup, elle nous expliquait vraiment comment elle allait chercher ses clients et elle nous a dit: «Bah, le plus important, c'est le positionnement». En fait, tes ghostwriters, bah, il y en a plein, tes ghostwriters pour les pros de quelque chose, là, il y en a beaucoup moins et du coup, tu vas parler de ces sujets-là sur LinkedIn, tu vas être reconnaissable, identifiable et même là, le premier tips qu'elle m'avait donné et ça a hyper bien marché pour moi,
c'est de faire une étude de cas. Donc j'avais pas encore de clients en ghostwriting, mais je suis allée prendre un donc moi j'avais fait le choix de me spécialiser dans l'immobilier, parce que j'avais fait pas mal d'investiments, en perso. J'avais pas du tout envie d'aller vers, l'EdTech, l'éducation. En fait, tu vois, j'avais envie de couper le cordon, donc j'avais envie d'autre chose. Voilà, j'avais de l'expertise un peu en immobilier en tant que particulier qui a fait des investissements et en fait, je suis allée vers ces pros-là. Il y avait pas trop de ghostwriters à l'époque identifiés. Il y avait une demande, tu vois, aussi, bon, bah, c'est le comme dans tout, hein, l'offre et la demande et j'ai rédigé une étude de cas marketing d'un professionnel de l'immobilier pour qui LinkedIn, ça marchait hyper bien. Quand il passait en podcast, il disait: «Ah, mon premier client, je l'ai eu par un post LinkedIn». Enfin, tu vois, ce genre de petites accroches que j'avais mis dans mon étude de cas. J'ai publié ça sur LinkedIn et 5 minutes après, vraiment, je passais de la chance, mais j'avais dans ma messagerie un pro de l'immobilier qui voulait un call découverte. Génial. J'adore. Plein de points hyper intéressants. En gros, bon, pour une prof, ça m'étonne pas. Se former, se former et se former, hein, à peu près à tout. Prendre les meilleures formations, en tout cas celles que tu imagines les meilleures, peu importe le tarif. Alors, j'imagine qu'il y a une limite, parce que et voilà, mais prendre les formations, je pense qu'on peut avoir des aides aussi quand on est, en reconversion professionnelle pour avoir des formations, payées par l'État ou je sais pas si dans le corps enseignant, vous avez comme dans le domaine, privé le CPF ou un truc comme ça, où tu cumules, pour avoir des formations? Alors on a un truc équivalent, mais je t'avoue, je j'ai pas creusé parce que tu as 2 campagnes, donc tous les 6 mois et tu dois avoir l'aval de ton chef d'établissement Ouais, pour avoir le droit d'utiliser tes CPF et donc bon, ouais, voilà. flemme. Ouais, c'est bon, le CPF est mieux dans le privé du coup, puisque tu en fais ce que tu en veux, et ça, c'est plutôt intéressant. Donc mais si vous êtes pas dans le corps enseignant, si vous êtes pas dans le domaine privé public, pardon, le CPF, allez l'utiliser. Il y a beaucoup trop de monde qui ne l'utilise pas, je trouve et ben, c'est l'occasion de se former en sachant qu'en plus, à un moment donné, on perd tout ce qu'on a cumulé, donc autant l'utiliser, autant se former. Donc les points importants, se former, je note, je sais pas, je sais, j'ai trop de trucs à penser, donc je vais me former, j'ai vu une chose intéressante aussi dans ce que tu nous dis, se spécialiser, ne pas taper trop large finalement, aller être sur une niche peut-être qui peut être intéressant. Alors on a toujours l'impression que se dire ouais mais quand je suis niché, je vais perdre plein d'autres clients potentiels. Mais être accessible à tout le monde, c'est aussi parler à personne. Donc tu te niches, je trouve ça hyper intéressant. Alors moi, je l'ai fait dans d'autres activités et je te rejoins. Je parle d'informatique dans un autre univers de ma vie, mais j'ai décidé de parler d'un point très très spécifique de l'informatique et on doit être deux dans toute la francophonie à en parler. Ben, grâce à ça, en fait, j'ai énormément de retours. Donc Mmh oui, mh. je suis niché. Oui, il y a peu de monde, mais le peu de monde qu'il y a sur toute la francophonie, ben, il vient vers moi. C'est ça Donc, si et c'est 10 et 000 ça suffit personnes, peut-être. ouais, ça suffit largement en soi, hein. Donc, je pourrais, en créer une boîte tout seul, à plusieurs, chiffres de revenus, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire, donc, c'est cool. Mais voilà, donc, se spécialiser et j'adore l'idée de l'étude de cas. Je me demandais comment moi, avec Renaka, je pouvais faire une espèce d'étude de cas. Comment je pouvais aller, chercher, des gens, puis leur expliquer, comment je fais, qu'est-ce qu'ils ont à gagner à passer par moi pour que comme toi, je vais enlever le terme chance que tu as dit, parce que pour moi la chance n'existe pas. Elle se provoque, elle se crée, et la chance c'est le résultat de tout ton travail, des formations que tu as eues, de tout ce que tu as mis en place. Et ceux qui te taxent de chanceuse sont ceux qui n'ont pas vu tout ce que tu avais amené, toutes les étapes, toutes les marches que tu as dû franchir pour en arriver là. Donc c'est ceux qui ne font rien qui te taxent de chance, je pense. C'est ceux qui restent là où ils sont et qui imaginent qu'ils auraient pu être footballeurs professionnels en regardant des matchs de foot à la télé et en disant oh il a de la chance lui. Ah bah non, il en a pas, hein. Et du coup il faut que je fasse une étude de cas. Je crois que c'est intéressant. Enfin ça marche. 5 minutes après tu as un premier contact, c'est fou. Ouais. Comme quoi, ben initier un mouvement, ça aide à aller plus loin. Et tu l'as concrétisé ce premier Mmh mh. Bah, ça a été mon premier client et puis après, comme dans tout, c'est boule de neige. Après, tu justifies que tu as un vrai client et que c'est pas juste une étude de cas marketing dans ce domaine-là et puis après, bah, tu as d'autres professionnels du même domaine, qui te considèrent comme expert du domaine et qui ont envie de travailler avec toi, ouais.
Ouais, c'est génial. Du coup, tu t'es sorti du monde de l'éducation, tu as recréé tes propres règles du coup en t'inspirant de tout ça. Est-ce qu'il y a des règles que tu pourrais, que tu as inventées, que tu pourrais nous donner là, si tu en avais quelques-unes en tête en te disant: «Bah, voilà, bon, étude de cas, tout ce que tu m'as déjà dit», mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu t'es imposées comme des règles, des process, qui marchent aujourd'hui parce que c'est toi qui les as amenés dans ton domaine, spécifique? Alors tu veux dire, par rapport, au fait de me faire découvrir, d'avoir des clients? Dans ce par rapport à ça? Alors, c'est quelque chose que je suis de plus en plus en train de mettre en place parce que finalement, les 2 années où j'ai été, mi-temps prof, mi-temps entrepreneur, comme on l'a dit, il y avait plein d'avantages à le faire et d'ailleurs je le conseille à ceux qui voudraient le tester. Mais quand ça marche, il y a aussi, plein d'inconvénients, tu vois? Moi, c'était un peu le chaos à un moment dans ma vie parce que, en plus, on était en train d'acheter une maison à rénover en phase de déménagement. Oui. J'avais la maison Notre ancienne maison était trop petite, donc j'avais pas de coin bureau. Mon ordi, c'était, la table de la cuisine, tu vois? Donc pas de coin non plus pour stocker. Enfin, moi, je fonctionnais avec plein de petits carnets, pour, un par client, tu vois? Pour noter tout ça et tout. Donc c'était assez le chaos, donc mettre des process dans le chaos, non, au début, c'était juste, sauve qui peut, sors de l'eau, sois à l'heure parce qu'en fait, ce qui est important en freelance et ce qui fait la différence entre, le bon freelance et le moins bon freelance, c'est vraiment, fais ce que tu dis et dis ce que tu fais, tu vois? Tu dis à ton client que le poste, il est arrivé tel jour, telle heure et ben, tu te débrouilles en fait, il arrive, tel jour, telle heure. Tu dis qu'en plus du poste, je sais pas, tu vas lui revoir, sa zone info LinkedIn parce qu'en fait, tu t'es rendu compte qu'il a évolué et que là, ça va pas du tout. Bah, tu lui fais, hein, tu lui fais dans la semaine et tu lui fais pas 3 mois après: «Ah oui, je t'avais dit, mais en fait non, j'ai pas eu le temps» et en fait, donc ça, c'était hyper important. Donc je sais pas comment je faisais, mais je faisais. Parce que voilà, c'est hyper important pour avoir la confiance de tes clients et parce qu'en plus, il y en a plein qui ont été échaudés par des freelances qui prennent pas au sérieux leur statut et voilà. Et maintenant, tu vois, depuis qu'enfin, j'ai un bureau, je n'ai plus 2 activités, je voilà, je j'ai voilà, j'ai même acheté un bureau assis debout donc tu vois, là, je suis debout parce que c'est vraiment, en fait, finalement, une posture, qui me convient bien autant, en call que pour travailler. J'ai enfin mis le cadre. Donc en fait, la chose un peu, simple mais qui fonctionne, c'est d'avoir, un coin pour travailler, de vraiment te prendre au sérieux. En fait, moi, j'ai eu l'impression, que quand enfin j'ai eu une pièce, j'ai eu un lieu, j'ai eu un bureau, ça a changé aussi beaucoup de choses dans ma posture, dans le fait dans ma posture avec mes clients et dans ma posture pour la suite, tu vois? De vraiment, alors je le prenais au sérieux mon deuxième travail, mais je le montrais pas en fait, tu vois? Alors qu'enfin d'acter ça aussi avec du matériel, tu vois? Bah, comme là, tu vois, j'ai un micro, je t'ai dit que moi j'envisage, sûrement moi aussi de passer de l'autre côté du micro. Voilà, je prends les choses au sérieux et en fait, ça a un impact hyper important. Se prendre au sérieux et ben, tu développes ton activité vraiment différemment. Ouais, c'est un super conseil que tu donnes, hein. C'est pas juste un side project dans un coin, c'est, voilà, tu ancres, ton métier, ton nouveau métier en toi et tu le portes avec, force et conviction. C'est ton métier, c'est ce que tu as envie de faire, c'est ce qui t'anime et pour moi, c'est une grosse partie de la réussite effectivement. Alors on va peut-être échouer, on va peut-être se tromper, on va peut-être mais quand tu lèves la tête en disant: «Ouais, moi je suis chef d'entreprise et mon métier c'est de faire ça», d'en être fier, les autres te voient différemment. Pourquoi? Parce que, tout simplement, tu te vois différemment et si tous les jours devant la glace, tu te dis que tu es le meilleur ou que tu es la meilleure, tu vas être la meilleure et c'est évident en tout cas et alors je suis très pensée positive, hein, donc attention, pour ceux qui ne le sont pas, mais je suis très, très pensée positive et je me dis que les seules choses qui m'empêchent d'y arriver finalement, c'est moi, et c'est ce que tu dis. Si je ne crois pas en moi, si tu ne crois pas en toi, ben, en fait, tu vas nulle part. Tu restes assis dans ton canapé et tu regardes le match de foot et forcément, tu ne t'entraînes pas. Donc, ouais, c'est hyper intéressant. J'aime beaucoup. Je le prends aussi. Je vous le donne à tous. Enfin, c'est pas moi qui vous le donne, c'est Laura d'ailleurs. Mais merci beaucoup. Je trouve ça hyper intéressant. Alors du coup, maintenant, là, ça fait, tu disais 2 ans et demi, 3 ans que tu as ton compte. Tu as fait progresser ton activité au fur et à mesure. Et aujourd'hui, donc elle est plus tout à fait la même qu'elle n'était avant. Tu es toujours ghostwriting, ghostwriter, ça se dit? On le francise? Non, ça marche? Ouais. Euh, c'est pas grave, on invente les mots. Est-ce que maintenant tu es toujours toute seule dans ton activité ou tu t'entoures d'autres freelance ou de personnes que tu payes en tant que salarié? Je ne sais pas si on peut faire ça en tant qu'entrepreneur.
Je pense qu'on pourrait se mettre sous un statut différent de la micro. Ouais, Mais en tout cas, c'est mon souhait parce que, donc voilà, comme je t'ai dit, le fait de changer de posture, là, il y a à peu près un an, ouais, début d'année dernière, voilà, j'avais eu beaucoup de clients, moi j'avais envie de changer de enfin, j'avais changé de posture et j'avais envie d'aller vers autre chose et donc je me suis dit: «Bah, quelle va être la prochaine étape?» «Tu envie de quoi? De rester comme ça ou d'aller plus loin?» «Bah non, j'ai envie d'aller plus loin». C'est pas un plan en fait. Je veux dire, il y a 3 ans quand je me suis lancée, le but c'était de me reconvertir, de trouver une activité, qui me plaît, qui me rémunère, et en fait, au fur et à mesure, je rajoute, des petites briques et là, la nouvelle brique, c'est qu'en fait, bah, maintenant j'ai envie de grandir. Enfin, je trouve que j'ai une vision, de mon métier, du personal branding, du ghostwriting, qui est pas forcément, la vision de tous et que moi, en tout cas, c'est la vision que j'ai envie de porter, pas de bullshit, vraiment, comme tu l'as dit tout au début, incarner un message, incarner une voilà, incarner une position, faire bouger des lignes. Enfin, je veux dire, chacun dans son secteur, si on prend la parole, on a des choses à dire et moi, en fait, j'ai envie, enfin voilà, c'est ce qui m'éclate, c'est, de porter la voix de tous ces entrepreneurs-là et sauf que toute seule, le max, je crois que j'ai eu 7 clients à la fois et encore, j'étais sous l'eau. ouais. Donc tu vois, 5 clients, c'est pas mal et puis j'ai des clients, bah, qui sont hyper contents de ce du travail qu'on fait ensemble. Tu vois, mon plus ancien client, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble, donc au bout d'un moment, j'ai pas non plus de renouvellement. Donc quand tu vas accompagner du monde, et que tu es toute seule, bah, faut te poser des questions et l'année dernière, bah, voilà, maintenant j'investis plus en formation, mais je commence à investir en coaching. Donc j'ai pris une coach business. OK. Voilà, je lui ai expliqué tout ça et je lui ai dit: «Bah, voilà, je peux aller où?» Elle m'a dit: «Bah, est-ce que tu as envie d'aller vers un mode agence?» Alors dans un premier temps, sans salarié, hein, on reste, à distance, sans locaux non plus, mais en tout cas en mode agence. C'est-à-dire, que tu gères, la strat, tu gères la vision de l'agence, tu gères la communication, la prospection, mais que tu laisses, pas enfin, que tu te délègues d'une partie de l'opérationnel et donc c'est ce modèle-là, que j'ai construit, on va dire, sur le second semestre l'année dernière. Alors ça m'oblige à ralentir, ce qui est pas trop, moi j'ai tendance à foncer, mais donc là j'ai dû ralentir, tu vois? Pendant 6 mois, j'ai laissé, partir, les clients qui pour, X raisons, partaient et puis j'ai juste gardé le noyau pour dire d'avoir, quand même, du revenu et puis continuer, quand même d'avancer et le tout le temps que j'ai libéré, je l'ai gardé, pour construire avec cette coach et donc voilà, donc maintenant, j'ai lancé mon agence, donc j'ai lancé à mon nom. J'ai hésité aussi longtemps, c'était un grand sujet, mais tant qu'à faire, une agence de personal branding, je la porte, en mon nom et voilà et là, je commence à m'entourer, de ghostwriters, tu vois? J'ai sondé un petit peu, différents ghostwriters, bah, là, que j'avais repérés, soit en local, soit sur LinkedIn et puis, j'ai échangé avec eux, voilà, pour leur expliquer un peu ma vision, moi, comment j'envisageais aussi, ce travail d'agence et que l'idée, bien sûr, c'est que je me rémunère, mais que je ne les paye pas à coups de bâton, tu vois? J'essaye aussi de trouver un modèle qui me correspond aussi et bah, ça a fait écho donc là, voilà, donc là, je suis en phase de prospection, j'ai mes clients que j'appelle historiques que pour l'instant, je gère encore de A à Z toute seule parce que je veux dire, tu as appris tellement de choses sur tes clients que tu peux pas comme ça, les donner à quelqu'un d'autre. Enfin, je veux dire, il y a pas de cohérence. Mais en tout cas, sur les nouveaux clients, là, je suis en train du coup de me faire accompagner et puis, finalement, tu vois, c'est un modèle qui était un peu logique parce que quand j'avais des clients qui avaient besoin d'un photographe, besoin d'un community manager pour leurs commentaires et tout, je je gérais déjà les prestataires de mes clients, un graphiste, tu vois? J'étais déjà un petit peu, en plus de ma mission de ghostwriting, ça je mettais toujours et accompagnement LinkedIn parce que je trouvais que j'allais déjà au-delà des missions opérationnelles. J'avais déjà ce rôle-là, en fait, cette casquette-là depuis un moment qui me plaisait aussi et donc voilà, c'est juste en fait la suite logique et là, j'en suis là. Excellent, donc tu grandis au fur et à mesure. Alors, c'est hyper intéressant, tu crées l'agence à ton nom. Oui, évidemment, ça aurait été totalement bizarre de mettre un autre nom, et j'ai fait un post, bah, encore sous tes conseils, hein, toujours pareil, où j'expliquais pourquoi Renacast, pourquoi le nom de Renacast, et moi, le podcast à mon nom, prénom, je trouvais pas de sens en soi, parce que je veux pas parler de moi, je veux que les invités parlent d'eux. Alors je parle beaucoup trop de moi évidemment, mais ça c'est mon côté narcissique. Mais j'avais pas envie de porter la voix des autres à travers mon nom et prénom. Je voulais quelque chose de plus général, donc j'ai fait un post pour expliquer pourquoi. Merci de tes conseils. J'ai fait un post pour expliquer le logo exactement, encore une fois, sous tes conseils. Bon, bref, j'ai tout décliné. Il y en a encore quelques-uns qui sont en préparation. Je les envoie tous les mercredis, ceux-là. Et, et c'est hyper intéressant de l'avoir à ton nom, prénom, parce que ça porte totalement les valeurs de ce que tu veux amener. Euh, Ouvrir ça à d'autres personnalités. Donc, du coup, tu embauches un photographe, c'est un freelance qui travaille pour toi, avec toi? Heu, Non, c'est des freelances qui sont totalement indépendants, que je choisis parce que j'aime, leur travail. J'aime aussi, leur posture, tu vois? Un ghostwriter, en fait, c'est pas des comp enfin, c'est pas que des compétences d'écriture que je vais ouais. choisir. C'est vraiment une posture, tu vois? La capacité de rebondir avec un dirigeant, d'être à l'aise, de lui poser les bonnes questions. C'est ça, en fait, finalement. Alors bien sûr qu'il ait toutes les compétences à côté, mais bah, ce qu'on appelle les soft skills, tu vois? C'est ça que j'arrive à déceler,
quand j'échange avec la personne, si elle a, selon moi, la bonne posture, le dynamisme, l'enthousiasme, tu vois? Toutes ces qualités, qui me sont chères et donc non, j'embauche pas. C'est des freelances qui restent indépendants, tu vois? Qui peuvent, se dire: «Bah, moi, je suis ghostwriter, j'adore accompagner, par exemple, je sais pas, bah, les produits immobiliers, et donc moi, quand je communique, je suis comme ça». Mais pour, des missions avec Laura parce que j'apprécie, voilà, le cadre aussi que va m'apporter Laura, ce qu'elle va m'apporter aussi dans le travail d'équipe, enfin sur plein de choses. Je suis OK, d'aller peut-être, vers un pro, m'ouvrir à d'autres secteurs, tu vois? Donc c'est plutôt ça l'idée et pareil, par exemple, la photographe avec laquelle je travaille beaucoup, elle est complètement indé parce que de toute façon, j'aurais pas assez de missions, voilà, pour remplir son planning. Mais c'est avec elle que j'apprécie de travailler parce que, je connais la qualité de son travail et comment elle le fait, quoi. Et du coup, tu as intégré ces personnes qui t'accompagnent dans un package. Quand tu vends ta prestation, tu vends la prestation de tout le monde en même temps en disant: «Bah, tiens, pour 150 000 €, tu auras» je ne sais pas si c'est ces prix, tu auras, toutes ces prestations, photos. Alors j'y avais pensé, mais c'est vrai que du coup ça gonfle la note. Donc l'idée c'est plutôt d'amener d'abord le package, ghostwriting, tu vois? Pur on va dire, donc la strat et les posts, voilà, l'opérationnel et ensuite, je précise qu'en fait, si on veut aller vers, je sais pas, plus de visibilité, vers du passage média, vers je ne sais quoi, je me suis entourée plein de prestats, tu vois? Bah, je connais par exemple, Adeline que tu as reçue qui est attachée de presse. Mmh. Si vraiment il y a besoin d'aller mener une grande campagne presse, bah, je peux travailler avec Adeline. Si, par contre, je me rends compte qu'un client me dit: «Moi, j'ai tel et tel objectif de notoriété» et qu'il se prend que des photos en selfie, je vais lui dire: «Bon là, par contre, on va peut-être aller faire une petite séance photo avec Violaine», tu vois? Mais c'est plutôt, je le vois, voilà, comme, je peux pas forcer la main, mais en tout cas, je le conseille sur, en fonction de tes objectifs, nous, on peut déjà faire ça avec, tes réseaux sociaux, tes médias, mais il y a aussi besoin de faire ça et tu vois, après, par exemple, ma photographe l'an dernier, elle était allée, faire un shoot pour un client qui voulait se lancer, qui avait en plus une belle PME, tout ça, de 60 salariés. Ses photos pro avaient 5 ans, enfin je veux dire, bon, il y avait besoin peut-être, de les refaire et puis bon, il l'avait lancé assez jeune, donc tu vois, je sais pas, il avait peut-être, je sais pas, 20-22 ans sur ses photos, il avait un peu plus, enfin, il avait bientôt la trentaine. Enfin, tu vois, il avait un autre visage, il avait envie de montrer un autre message. En fait, j'ai géré, comme à la manière d'une agence, alors que j'étais pas encore, mais le passage de relais avec la photographe, j'ai dit à la photographe ce qu'on voulait, le rendez-vous, tout ça, elle y allait. Même le client m'a laissé choisir les photos parce qu'en fait, en fonction de la taille de l'entreprise, mais il me faisait confiance, quoi. Enfin, lui, Mmh. il me dit: «Bah, OK, tu as quel besoin?» C'est moi qui ai choisi les photos et puis ça s'est fait comme ça, mais je le vois plus comme, tu vois, des options qu'un gros package. Moi, j'aimerais bien le fournir, automatiquement, mais c'est juste que ça fait un peu, Ouais, c'est un gonfler budget. la facture au début. Et du C'est coup, ça. cet accompagnement sur tous ces points ces métiers supplémentaires, tu as réussi à les monétiser pour toi? Parce que c'est du temps aussi, c'est de l'énergie, c'est beaucoup en fait. Ce que tu me montres, pour moi, c'est un travail, ouais, c'est un travail à plein temps de faire tout ça, c'est énorme. Alors, on va dire qu'au début, non, parce que en fait, vu que je vends, voilà, pas trop mal, ma presta, d'accompagnante, au début ghostwriter LinkedIn, tu vois? C'est quand tu regardes le forfait pour, je sais pas, 8 postes, tu dis: «Oh là là», mais sauf que ça doit pas être amené au poste, en fait. Ça doit être amené à l'accompagnement, au call, à la disponibilité. Enfin, mon WhatsApp qui est ouvert, 5 jours sur 7, tu vois? Mmh. Enfin bref, à plein d'autres choses et au fait d'aller pouvoir, retravailler ta strat dès qu'il y a besoin, d'aller pouvoir te chercher un prestat et en fait, au début, je pense, bon, bah, c'est comme tout, quoi. J'avais un petit peu de, comment tant que je l'ai pas encore fait une fois, de me dire: «Bon, je vais pas le facturer, je vais pas le monétiser», tout ça et c'est aussi pour ça que j'arrive aussi vers l'agence parce qu'en fait, en auto-entreprise, que l'agence, du coup, je vais changer de statut, mais en auto-entreprise, c'est un petit peu plus compliqué, d'aller, tu es obligé quand même de laisser le prestat facturer directement le client parce que sinon ça vient sur ton CA à toi. Enfin, c'est tout quelque chose d'un peu plus compliqué. J'aurais pu sinon me rémunérer par une com via le prestat. Après, c'est des prestats que je connais bien et c'est pas quelque chose que j'avais envie de faire là comme ça en tout cas et tu vois? Et puis si en plus avec l'agence, je leur amène beaucoup plus de missions, là, on va trouver une façon en tout cas de facturer qu'une seule fois le client Ouais. et donc oui, ça va arriver mais pour l'instant non, c'était tout, comme ça, offert. Ouais, donc potentiel changement de statut d'entreprise, un bundle différent sur tes ventes, et à force de grandir, alors c'est toi qui, interviewe chacun de tes clients? C'est toi qui crée, le plan de communication LinkedIn que tu écris ou tu délègues comme tu dis, déjà t'entourer? Est-ce que tu délègues cette partie-là?
Alors là, jusqu'à la fin d'année dernière, on va dire qu'il y a toute une partie, stratégique, tu vois? Enfin, comme tu ferais un audit pour quelque chose. Moi, il y a toute une partie stratégique où tu mets à plat, l'histoire de la personne. Donc on se prend 1 heure et demie, tu vois? Comme on le fait nous, Mmh. et moi, j'ai tout un panel, de questions, hein. C'est vrai que je pourrais limite faire un épisode podcast de l'audit sur, l'histoire, le parcours, comment elle en est venue à cette entreprise, d'où il vient, ce qu'il où est-ce qu'il a envie d'aller, ses valeurs, enfin plein, plein de questions, pour vraiment que moi je cerne la personne, l'entreprise et ce dont on va parler, à qui on va le dire, tu vois? Donc j'ai toute cette partie-là, ça je garde la main. Ensuite, il y a la partie où, une fois que, la stratégie après ça, je pose la stratégie. Une fois que la stratégie est posée, il y a toute une partie où, récurrent quoi, tous les Mmh. 15 jours, on fait un call. Soit toi tu as des sujets, tout de suite qui te parlent, soit moi je vais rebondir de ce que j'ai vu ou de l'actualité ou de ce qu'on a dit, en audit et qu'on n'a pas encore, traité en poste, tu vois? Et donc jusqu'à là, je faisais tout ça toute seule. Maintenant, dans le format agence, je garde le client sur la partie stratégique, je mets en place la strat et ensuite, je fais un point avec le ghostwriter. Je lui donne, tu vois, j'ai un peu processisé, voilà, des livrables pour que le ghostwriter, il ait chaque fois la même chose. Voilà, il ait un récap, un fil rouge de ce qu'il m'a dit et de là où on veut aller et ensuite le ghostwriter, tu vois, se présente avec une petite vidéo de présentation au client quand même pour qu'il Mmh. y ait un un passage de témoin qui se fasse bien et ensuite et ben, il prend la main, je vérifie que bon, ils se font bien un call tous les 15 jours, que, pendant le call qui dure, quand même, enfin, un temps qui a été quand même défini, hein, que ça traîne pas en longueur parce que non plus, là, voilà, les i enfin, je on est aussi payé pour qu'ils gagnent du temps. Enfin, le Bien call ne sûr. doit pas durer 3 heures. Que voilà, qu'on atteigne les objectifs, que le ghostwriter rende bien, les posts à la date, prévue, qu'il publie bien, enfin bref, tout ça et moi, après, je reprends la main, tous les mois, un call avec le client sur la partie stratégique, tu vois? On OK. avait dit, les objectifs, c'était ça. Est-ce qu'on les a atteints? Est-ce qu'on réoriente? Voilà un peu l'idée. OK, donc ouais, ça grandit, ça s'organise encore et encore. On va y venir parce que j'ai besoin de tous tes outils parce que l'organisation, comme je l'ai dit au début, c'est catastrophique pour moi. Mais, quand en cherchant un petit peu, en cherchant des informations sur toi sur internet, je suis tombé sur plein, plein d'informations. Il y en a une qui m'a interpellé beaucoup parce que, je n'arrive pas à faire ça et je veux faire la même chose. C'est que tu as réussi, à travers, ton travail, de passer, sur une grande chaîne, d'informations. Alors on n'aime pas la chaîne d'information. En moi, du coup, j'ai des questions. Alors pour la citer, hein, c'est BFM, hein, pour faire simple et je trouve ça génial. Business, oui, bien sûr, business, oui, évidemment, attention, c'est pas un fait divers, hein, on n'a pas tué ta voisine, et enterré dans le jardin. Mais non, non, BFM Business et je trouve ça hyper intéressant dans ton activité au global parce que, tu allais, physiquement sur le plateau, donc te montrer, incarner ta marque, incarner ton produit, ton offre directement à la télé. L'air de rien, ça a dû te donner une super visibilité, alors tu m'en diras peut-être. Donc du coup, heu comment on alors puis en plus tu y vas pour incarner quelque chose de bien particulier parce que, de souvenir, c'est pour parler, des femmes, enfin de la place des femmes sur LinkedIn qui est, techniquement très, très mal représentée. Alors ça s'améliore beaucoup, je trouve moi de mon point de vue, et de plus en plus. Tu me diras si je me trompe parce que par exemple sur le podcast, sans faire exprès, sans le vouloir, je crois que j'ai plus de 80 de femmes qui sont au micro de Renacast, alors que je n'ai pas cherché particulièrement, à aller, chercher forcément ces personnalités-là, mais c'est celles qui ont plus envie de parler, c'est celles qui ont plus envie d'échanger, qui veulent donner plein de tips, qui veulent parler de leur parcours, de leurs difficultés, et alors que les mecs, eux, ils sont trop durs, ils savent rien dire et c'est toujours un peu compliqué. Mais toi, tu vas donc incarner ta marque, tu vas sur BFM pour parler de tout ce qui va ou tout ce qui va pas. Comment tu as fait déjà pour arriver là-bas? Parce que moi, je veux y être aussi. Comment tu as choisi le sujet? Enfin, on a dû peut-être t'imposer le sujet à ce moment-là, mais comment tu l'as travaillé? Comment tu as traité cette peur, j'imagine, que d'aller sur le plateau, c'est pas un truc que tu fais tous les jours. J'imagine que tu un petit peu le trouillomètre à zéro au moment d'arriver là-bas. Comment tu as fait tout ça? Alors, pour remettre un peu de contexte, donc j'étais dans la phase où je commençais à me faire accompagner par ma coach business, Oui. voilà, pour, déployer un modèle, plutôt en forme d'agence. Mais du coup, comme je t'expliquais avant, j'accompagnais les pros de l'IMO et de la finance et là, j'avais envie de grandir, j'aime accompagner ces pros, mais je voulais pas que ce soit restrictif et à ce moment-là, en fait, j'avais eu des appels découvertes dans ces domaines-là, avec des femmes, chefs d'entreprise dans l'IMO et la finance et qui finalement se lançaient pas avec des peurs, tu vois? «Non, je me sens pas d'être visible, je me sens pas de» voilà et c'est vrai qu'en tout cas, sur LinkedIn, on voit plein de femmes. Alors chez les freelances, il y a pas de souci, chez les auto-entrep enfin, des entrepreneurs un peu avancés aussi, peut-être, ce qui,
ta cible, actuellement avec ton podcast. Mais vraiment quand on va taper un peu plus haut, des chefs d'entreprise, d'un peu plus grosses entreprises, là, il y a beaucoup moins de femmes. Et puis Ouais. après, en fonction des secteurs, Immofinanz, même si elles sont dans les entreprises, mais elles sont pas sur LinkedIn, tu vois? Et donc il y avait cette problématique-là et à ce moment-là, du coup, vu que moi je cherchais beaucoup de sens, moi j'ai toujours cherché beaucoup de sens dans ce que je faisais, je me dis: «Est-ce qu'il y aurait peut-être, quelque chose à faire une agence qui accompagne spécifiquement, les femmes dirigeantes?» Tu vois? C'était une réflexion que j'ai eue, finalement j'ai bifurqué, mais c'était la réflexion que j'avais à ce moment-là. Et donc, aidée par ma coach business, elle me dit: «Bah, va faire un questionnaire cible, en fait. Essaye d'aller, parler à ces femmes-là, leur comprendre leurs freins, comprendre s'il y a quelque chose à faire et si, elles aimeraient se faire accompagner par une agence un peu, spécifique». Et donc c'est ce que je fais et bon, bah, je mitraille LinkedIn de messages privés. Voilà, alors bien sûr, j'ai pas vu mon taux de réponse, mais bon, par rapport voilà, bon, j'ai mitraillé, j'ai eu plein de voilà, pas de réponses, mais j'ai eu aussi des réponses. Et en fait, j'étais tellement dans cette, logique de je sais plus, je faisais quelques heures, j'étais dessus, j'écrivais mon message, je mitraillais, puis j'essayais de personnaliser, c'est hyper important, tu vois? Dans les messages, si je peux trouver un petit truc, voilà, personnalisé. Et il y a un moment, je faisais ça de façon très, très automatique et j'ai l'impression qu'il y a un moment où je sais pas, je savais même plus à qui j'envoyais. Et en fait, il y a chez BFM Business, il y a une journaliste qui s'appelle Laure Closier, donc celle, qui m'a interviewée, que moi j'écoute beaucoup à la radio. J'aime bien écouter BFM Business et j'aime beaucoup la verve de Laure Closier le matin. Et que j'avais déjà beaucoup entendu dire que sur son plateau, elle a besoin d'experts, en fait, tu vois? Sur des sujets business d'actualité et qu'elle appelle, bah, la veille pour le lendemain, hein, c'est des sujets, brûlants et qu'elle avait beaucoup, beaucoup de mal à avoir des femmes expertes, tu vois? Du moment que tu changeais un peu de strate, les femmes ne venaient pas pour X raisons et c'est un discours que j'avais beaucoup entendu, de sa part et donc voilà, c'était dans mon sujet, je lui envoie mon message et là, par contre, je pense qu'on peut parler un peu de chance, même si j'ai un peu le même avis que toi sur la chance, mais là, je pense qu'elle est pas tout le temps connectée à LinkedIn, voilà, c'est pas genre être tout le temps sur LinkedIn, même si elle utilise son LinkedIn et là, elle me répond, mais vraiment dans les 5 minutes. Donc je pense qu'elle y était, en fait, tu Ouais. vois? Elle reçoit mon message, elle le lit, elle répond et elle me dit: «Bah, moi, vous savez, j'ai pas de problème à prendre la parole, donc je me sens pas hyper concernée par votre message. Par contre, je suis, totalement d'accord avec ce que vous dites. C'est quelque chose que je regrette, que je déplore au quotidien. Vous savez, dans mon format, j'ai 5 minutes d'antenne à la fin qui s'appelle la carte blanche où, voilà, on vient, discuter d'un sujet, très spécifique et bah, venez discuter de ce sujet-là, de la place des femmes sur LinkedIn», tu vois? Et donc voilà et j'ai fait un post là-dessus et vraiment je raconte, je reçois le message, je suis en PLS, totalement en me disant: «Waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je lui ai écrit?» Tu vois? Enfin et puis après je me dis: «Non mais attends, c'est une super opportunité, je peux pas, me dire, "Allez les femmes, dirigeantes, prenez la parole sur LinkedIn, on a besoin de vous entendre, on a besoin de vous voir." Ça va être à la fois des opportunités pour vous et puis à la fois je trouve que c'est une pluralité d'opinions, enfin, de changer un petit peu, de pas d'entendre toujours les mêmes. Donc je dis: «Bah OK, je vais y aller quoi». Et donc je prépare mon intervention, c'était un grand, grand saut pour moi. Pile 1 an avant, je quittais l'école, enfin, tu sais, c'était en gros ma dernière heure de classe. 1 an après, j'étais, sur Sur BFM. BFM. Donc c'était un grand moment que j'ai quand même beaucoup préparé, tu vois? J'avais besoin pour me sentir à l'aise d'être un petit peu préparée et voilà et donc c'était une super opportunité et à ne pas laisser passer parce que bah, une fois que tu as fait ça, tu sais, enfin moi je suis un peu de cette logique-là, tu fais les choses une fois et après ton cerveau, il a compris qu'il l'avait fait une fois, qu'il pourra le refaire plein de fois. Il a compris qu'il a gravi cette marche et si la prochaine elle est un tout petit peu plus haute, bah, il a déjà gravi la marche intermédiaire, donc ça sera plus facile d'en atteindre une un peu plus haute et donc en fait, moi je l'ai plutôt vécu, tu vois, comme une super expérience, bah, déjà d'aller faire passer mon message. Ça m'a donné de la crédibilité. Après, bah, c'est la l'émission se termine à ce moment-là, donc après en off, je l'ai rediscuté un petit peu avec la journaliste, donc qui m'a confié aussi plein de choses, tu vois? J'en ai fait des posts, et donc voilà, donc c'était, une super opportunité. Des fois, bah et tu vois, en plus, ça promeut vraiment ce que je vends, quoi. Enfin, avec LinkedIn, des fois, il nous arrive des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Ah, c'est génial. Ce que j'en retire, je dirais le culot, finalement. Tu vois, toi, tu appelles ça la chance. Mais non, en fait, tu as appâté, je sais pas comment on peut dire, mais tu es allé au front et tu as donné, tu as ouvert les portes et les gens, ont saisi la poignée pour entrer et du coup, moi, ouais, le culot, je trouve ça hyper intéressant. J'ai longtemps pas compris que ne pas demander, fallait pas attendre que les gens viennent taper à ta porte. C'est très, très dur. Et comme les gens comme moi, un peu timides, un peu introvertis, alors oui, je sais, ça ne se voit pas, on a tendance à se dire: «Ah mais si je suis bon, les gens vont venir tout seuls». Ouais, malheureusement non. Il faut passer par des personnes comme toi. Alors moi, j'ai interviewé aussi, Delphine Carcerette, qui est un peu dans la même activité que toi, sur Besançon. Tu parlais d'Adeline, Cointe, qui est RP, que j'ai aussi interviewé. Donc allez écouter ces épisodes. Ça me fait beaucoup penser aussi, à Virginie Legrand. Je sais pas si tu as eu le temps d'écouter l'épisode, prof de français, je crois. J'ai un
trou de mémoire, excuse-moi Virginie si je me trompe, qui est maintenant une chef à domicile qui est exceptionnelle. Tout ça, c'est des parcours un peu similaires qui personne n'a attendu en fait. Tous avec le culot. Ok, je sais pas faire, mais je vais apprendre. Tu nous l'as dit, hein, j'apprends, j'avance, je saisis les opportunités. Ben ok, tu envoies le message sur LinkedIn, ça répond. Tu vas chez à BFM le lendemain matin ou l'après-midi, peu importe. T'en tires des enseignements exceptionnels. Tu en refais des posts, tu incarnes ta marque. Le personal branding finalement, il coule dans tes veines grâce à toutes les activités et c'est le meilleur. C'est peut-être le meilleur panneau publicitaire que tu puisses avoir, c'est toi finalement. J'adore, j'adore. Donc questionnaire cible, tu m'as dit, je vais faire un questionnaire cible, je vais, comment t'as dit, tirailler, non, je vais en mettre partout. Je vais inonder, LinkedIn. C'est parfait. Faites-le franchement sur, si vous êtes sur LinkedIn, si c'est, le réseau social qui couvre votre activité, c'est une super bonne idée en vrai, hein. Je l'ai pas fait, mais, je vais peut-être enfin, je l'ai pas fait, mais indirectement, tu vois, j'ai fait un post où je cherchais des voix pour, Renacast. C'est pas un questionnaire, mais, j'ouvrais un petit peu, ben, avant même de te connaître, puisque je crois que c'est grâce à ça que tu es venu vers moi. Bah, tu vois, j'ai ouvert des postes. On pourrait dire que j'ai eu de la chance finalement de t'avoir, mais j'ai aussi poussé le truc. Donc, ouais, faites des posts, les choses, je trouve ça bien. Cool. J'adore. Maintenant, j'ai besoin d'autre chose. J'aime parce que tu t'organises, tu dis que tu as un carnet par client. Moi, j'ai un carnet, je mélange tout dedans, comme on voit. Comme ça, c'est mal écrit, c'est dans tous les sens. Je suis pas très organisé, tu vois, c'est le bordel. Bref. Et comment tu fais pour mener de fond, puisque finalement, toi et moi, on a presque la même chose. Moi, je n'écris pas les posts pour les gens, mais je fais l'épisode, je le monte, ensuite je vais faire tout un plan de com. Finalement, on est un peu dans le même cœur d'activité. Comment tu t'organises? Comment tu t'organises avec les clients? Comment tu prends les rendez-vous? Enfin, toutes ces choses-là, parce que le papier, c'est bien, mais je peux rien en faire en informatique du papier. C'est ça. Alors déjà, ouais, papier, c'est un carnet par client. Maintenant, en plus, je suis en train de développer moi aussi pour moi un carnet pour les idées de poste, un carnet pour, je sais pas, les objectifs prioritaires de la semaine, un carnet enfin, tu vois? Je croule sous les carnets, mais au moins, ça les hem, il y a des catégories, quoi. Je sais lequel j'ouvre et je sais où je retrouve parce que, quand j'écrivais tout dans le même carnet, «Ah oui, j'ai marqué ça quelque part». Non, donc là, ça va pas. Donc déjà, j'ai cette logique de carnet. Après voilà, c'est du papier, mais finalement, j'ai testé aussi des outils peut-être en ligne et voilà, Notion, je l'utilise, tu sais, enfin, je pense oui, tu connais Notion? Tu vois, tu as pas mal de pages dessus. J'utilise sur certaines choses. Bah, par exemple, on en parlait avant l'épisode, un tableau de prospection assez simple. Moi, ça par contre, je le mets sur Notion. Le nom de la personne, par quoi je vais l'accrocher parce qu'en général, moi, quand je prospecte, c'est parce que je suis tombée sur un post, j'ai entendu un podcast ou quelque chose, donc en fait, quelle va être la petite accroche, donc je me mets 2-3 mots. Ensuite, bah, par quel biais je vais la contacter, LinkedIn, email. Ensuite, à quelle date je la contacte et du coup, à quelle date je prévois de la recontacter si elle me répond pas, tu vois? Donc c'est voilà. Donc ça, c'est un Notion parce que c'est hyper clair. Pareil, sur Notion, j'ai un calendrier éditorial pour savoir un peu où j'en suis parce que tu vois, quand pour mes propres posts, je rédige des posts et puis je les mets un peu dans le Notion et puis après bon, je les je les déplace en fonction de celui que j'ai envie de sortir ou de retravailler parce que c'est souvent, des 1 jets. Puis après je fais un 2e jet en fonction de l'envie du moment donc pareil pour y voir un peu plus clair là-dessus. Donc Notion, les carnets. Après sinon un outil hyper simple mais le Google Agenda, mais il y a pas que les rendez-vous dedans. Donc bien sûr, il y a les rendez-vous, ben, j'ai un outil de prise de rendez-vous, avec les clients, j'ai un Zoom, enfin bref. Mais il y a pas que les rendez-vous, dedans, parce qu'il y a aussi même si moi j'ai besoin de beaucoup de souplesse, donc je tiens pas toujours tout exactement, mais tu vois, j'ai des couleurs avec des plages horaires. Donc par contre, quand je fais du réseau, parce que je fais pas mal de réseau physique, c'est quelque chose que j'aime bien, je sais pas, j'y mets en rose, donc je vois comme ça, de premier coup d'œil, je vois que dans la semaine, je me suis déjà calée, je sais pas, 2 visio café ou 2 déjeuners, c'est déjà pas mal pour la semaine, tu vois? Donc après quand on me demande mes dispos, je repousse. Si, par exemple, j'ai un créneau orange pour travailler sur mon entreprise, donc voir, où j'en suis, sur, je sais pas, le lancement de ma newsletter, comment j'avance, tout ça. Si imaginons c'est la partie orange, pareil, rapidement, je vois que si je l'ai fait sauter plusieurs fois dans la semaine, bah, vendredi, elle va pas sauter, tu vois? Il faut au moins qu'elle soit une fois. Donc je fonctionne avec un système de couleurs, avec des blocs que je me laisse la liberté un petit peu de bouger, tu vois? Parce que, j'ai besoin de cette liberté, mais voilà, que je sais que dans la semaine, il faut qu'il y ait au moins une fois un bloc orange, qu'il y ait 1 ou 2 fois, un petit bloc rose et s'il y en a déjà 2, j'en mets pas 3 la même semaine parce que bon, le réseau, c'est bien, mais c'est pas non plus ce qui te nourrit, pardon, à l'instant T. Donc voilà, je fonctionne un peu comme ça, avec Google Agenda et puis après, je sais pas si tu voulais aussi en venir là, à l'IA, pour, directement mon travail.
Moi, j'ai découvert les agents IA, je sais pas si tu utilises? Voilà, avec un outil comme Dust où, voilà, tu as accès à plusieurs IA pour ceux qui ne connaissent pas et puis tu peux créer des agents. Donc, moi, par exemple, j'ai, mon agent, je sais plus comment je l'ai appelé, mon agent poste ou je sais plus comment je l'ai appelé, où au moins je le nourris avec tous mes anciens posts. Tu sais, parce qu'en fait, c'est pour ceux qui connaissent pas, bah, tu le relis à un drive et dans le drive, bah, tu mets la documentation que tu veux et donc quand, je rédige un post et que soit, il manque un peu de peps ou il manque quelque chose, enfin, tu vois, je le sens, je lui envoie le post, je lui dis, «Là, j'arrive pas à aller vers la conclusion» ou «Là, je sens qu'il y a un fil logique qui va pas», tout ça. Il est nourri de ma façon d'écrire, de ma façon de penser et de aussi tout ce que je lui ai dit sur comment je voulais communiquer et il va venir un petit peu me dire: «Ah bah oui, tu vois, là, j'irais plutôt comme ça». En fait, c'est mon stagiaire, quoi, c'est mon assistant donc il m'aide pas mal pour ça et pour mes clients, il m'aide aussi parce que quand ça fait 2 ans que tu travailles avec une personne, bah, tu vois, j'enregistre tous les calls, je les retranscris et j'ai tout un fichier où il y a, les calls de X, les calls de Y qui sont reliés à un agent à son nom et quand, bah, je sais pas, à un moment, je me pose une question parce que j'ai une bonne mémoire mais tu vois, des fois, voilà, il m'arrive, d'oublier quelque chose ou de savoir que l'info, je l'ai eue, mais je l'ai eue peut-être il y a 3 mois et je sais plus dans quel call, je vais pas aller chercher le call et ben, pareil, j'envoie l'agent, je lui dis: «Mais là, untel, il a dit quoi déjà à tel sujet?» Parce que là, on écrit un post là-dessus, mais on en avait déjà parlé. J'aimerais vraiment connaître aussi sa pensée d'il y a 3 mois, tu vois? Et bah, l'IA, elle me sort le call, elle me sort tout ce qu'il faut, tu vois? C'est mon Ouais. deuxième cerveau. Ouais, alors certains, c'est Notion, le deuxième cerveau, c'est comme ça que j'ai entendu la première fois, mon deuxième cerveau, mais je suis totalement d'accord avec toi. Alors j'utilise pas Dust moi, mais c'est dans les équivalents. Je trouve ça hyper intéressant. Pour beaucoup, l'intelligence artificielle tue la créativité, tue justement le personal branding parce qu'en fait, c'est plus personnel pour certains, mais comme tu l'as expliqué, on l'alimente de nous, pour, nous aider. Enfin, c'est un collègue qui vient appuyer, qui vient titiller notre cerveau, notre réflexion. Moi, j'écris tous mes posts, alors très, très vite, sur Google Doc, par exemple, j'utilise tous mes posts sur Google Doc. Très, très vite, il y a pas de point forcément, il y a pas de virgule. Des fois même, je les dicte à l'oral, donc à l'oral, c'est jamais très bien dit. Des fois, il comprend pas tout à fait le mot que je lui dis. Je relis rapidement, je mets en forme si ça me semble correct et puis si c'est comme toi, si ça me manque, un manque de peps, ça manque de quelque chose, un axe que je voulais, bah, je fais exactement comme toi finalement et personne m'a jamais dit: «Tes posts, ils manquent d'humanité». Ben, non, puisque c'est moi qui ai dirigé, ça aurait très bien pu être un collègue, qui était assis à ma table et qui l'aurait rédigé de la même manière, en fait. J'adore. Je prends Notion. Alors moi, j'aime pas Notion, je trouve ça brouillon, je trouve ça très compliqué, j'y arrive pas. Je vais avoir un entretien avec, un pro de Notion, il va me dire que je me trompe, il va m'expliquer tout ça. J'adore l'idée des carnets. Alors, j'imagine que tu as une pile de carnets tellement énorme. J'ado je je sais pas combien, mais ça doit être fou. Mais j'adore l'idée et tu vois, bêtement, j'ai jamais fait ça. J'ai un carnet, j'ai toujours un carnet avec moi et je le remplis, je le remplis, je le remplis de tout et n'importe quoi. J'ai toutes mes activités dedans, mais tout est mélangé. C'est un gros brouillon, et je m'y retrouve jamais en fait. Je sais même pas comment on fait. Mais si je vais dans le carnet, est-ce que tu me donnes un truc? OK, un carnet, ça a, 120 pages, 200 pages, 300 pages, je ne sais pas combien sont tes carnets. Comment tu retrouves à l'intérieur de ton carnet l'information que tu avais notée il y a 6 mois ou enfin je et tu as des petits, marque-pages, comment tu fais? Alors soit il y a les tu sais, beaucoup d'étudiants utilisent ça pour marquer leurs livres. Moi, je fais des études littéraires, tu sais, les espèces de petits post-it colorés, donc ça, c'est la 1re astuce et finalement, alors je sais pas toi ce que tu notes dans tes carnets, mais moi, je me suis rendu compte que, j'ai pas besoin d'aller voir, ce que j'ai noté il y a 6 mois parce que j'ai tellement avancé que c'est déjà périmé, en fait. Donc en fait, je le note plus pour dire de le poser à l'instant T parce que j'ai besoin de le poser et que j'aurais peut-être besoin d'y revenir, dans 2 semaines, un mois, quoi, mais pas dans 6 mois et donc finalement, je suis pas nostalgique de ce que j'ai écrit il y a 6 mois, tu vois? Limite, bah, je peux le jeter, tu vois? Enfin, à l'instant T, j'ai besoin de le noter. Dans la semaine ou dans les semaines qui vont suivre, je vais besoin d'y revenir et du coup, là, c'est pas très long, je vais le retrouver. Mais ce que j'ai noté il y a 6 mois, en général, c'est déjà obsolète. Ouais et il y a un truc que j'aime bien dans le papier et le stylo. Alors ceux qui me connaissent me disent: «Bah, te tu utilises pas ça, tu utilises que de l'informatique». J'ai des ordinateurs partout chez moi, j'ai plein de téléphones, j'ai tout plein de trucs et ils comprennent pas pourquoi j'utilise encore un vieux stylo et puis un vieux carnet. Ce que moi, en tout cas, c'est mon point de vue et peut-être que je suis le seul comme ça. Quand j'écris, je mémorise mieux. Je prends plus le temps de réfléchir, même si j'écris mal, hein, il y a pas de problème là-dessus. Mais bizarrement, ma réflexion est plus poussée.
Je sais pas si je suis tout seul. Mais je suis tombée sur des posts, des newsletters de personnes, voilà, qui enfin moi, c'est un écosystème que je connais bien et qui disent qu'il y a pas mal d'études, en fait, qui disent exactement ce que tu viens de dire. Qu'en fait, la réflexion, la mémorisation, l'ancrage, plein de choses, en fait, passent par le geste Mmh. et le geste, de l'écriture n'est pas le même que celui du clavier donc non, non, c'est hyper pertinent. Eh ben, allez acheter des carnets, des crayons. Ça vaut pas très. Vous êtes même pas obligé d'acheter un super beau carnet, hein, un petit carnet classique, ça marche très très bien. Top. Alors, vu qu'on est dans le papier, tu nous as déjà teasé un peu l'information. Je le demande à tout le monde. Est-ce que tu as un ou deux livres que tu recommandes autour de toi en disant, bah tiens, ça m'a été utile, ça va l'être aussi pour vous. Donc, bah, tu nous en as donné déjà un tout à l'heure. Est-ce que tu en as d'autres à nous fournir? Et ben, si je devais te parler, ouais, là, juste d'un livre qui, bah, pour moi en tout cas, a été, je pense déclencheur de quelque chose, donc c'est, «Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études» d'Olivier Roland. Donc Olivier Roland, je crois que c'est un livre de 2016 que moi j'ai découvert en 2018. Donc c'est à l'époque, c'était un blogueur, voilà, qui vivait, beaucoup du blogging, digital nomade, assez précurseur à l'époque. Donc voilà, donc il gagnait bien sa vie comme ça et puis il avait fait un livre un peu pour expliquer tout ça et moi je me rappelle, j'étais à la Fnac avec, bah, je crois que mon frère enfant était né, tu vois? J'étais dans ma phase de congé parental. Puis voilà, j'étais à la Fnac et puis bon, je commence à traîner un peu vers le coin, un livre, je sais pas, entre je sais plus c'était rangé dans quoi, mais peut-être entrepreneuriat, développement personnel, tu vois? Ce genre de livre-là et puis, celui-là, bah, en tant que prof, tu vois, il m'accroche le regard. Forcément. Donc puis c'est un pavé, hein, tu vois? C'est un livre comme ça, donc puis il y a une couverture assez colorée, donc bah, je le prends, je le feuillette et puis je l'achète et alors, je suis pas sûre de l'avoir lu, de fond en comble parce qu'il va assez loin en fait, mais en gros, enfin, l'idée en tout cas qui moi était importante, c'est que c'est pas parce qu'on a fait des études, qu'on doit, enfin, qu'on est enfermé dedans en fait, tu vois? C'est pas il y en a plein peut-être qui vont se dire: «Ah ouais, mais c'est bon, j'ai payé mon école tant, ou alors j'ai fait un bac+5 ou moi, enfin, j'ai fait un concours, voilà, je j'ai fait ci, j'ai fait ça, je vais pas tout jeter à la poubelle». Bah, en fait, je trouve que c'est vraiment la mauvaise réflexion et en tout cas, c'est la réflexion principale que moi j'ai sortie, même s'il y en a plein, plein, de ce livre, c'est de se dire qu'on va pas s'enfermer là-dedans, en fait. C'est pas parce que, voilà, tu as payé ça que ou tu t'es orienté là-dedans que, que ta vie est est finie et c'est vraiment, voilà, je pense qu'il m'a vraiment, bah, en fait, tout de suite, déculpabilisée de me dire: «Bah, c'est pas parce que tu pensais faire toute ta vie à l'éducation nationale que forcément c'est écrit comme ça». Et que tu peux te délaisser de se délester pardon d'un CDI à vie parce que aussi beaucoup, enfin qu'on l'a pas dit tout à l'heure, mais tu vas lâcher un CDI à vie dans le monde actuel, voilà et voilà et en fait, il m'a beaucoup simplement déculpabilisée. Alors il a plein d'autres atouts, mais moi ça a été, ça va à cette valeur-là. Ouais, top. Je le prends, je le note, je le mets dans la bibliothèque de Renacast, ainsi que le premier que tu nous avais donné, le titre, tu peux me le redonner? Heureux d'apprendre à l'école de Oh, Catherine Guéguin. OK. Je les rajoute les 2 dans la bibliothèque de Renacast. Allez voir sur le site, hein, il y a une rubrique livres et vous retrouvez tous les livres de tous les invités, et 2 de plus encore dans ma bibliothèque. Je commence à avoir du mal à tous les lire, hein, je vous avoue, mais ils m'ont l'air tous hyper intéressants, donc merci. Merci pour ça, merci Laura. Encore 2 supplémentaires, génial. Allez, on touche progressivement à la fin de ton épisode. J'ai 2 dernières questions à te poser. La première, c'est si on a envie de travailler avec toi, oui, parce que tu nous as motivés, on kiffe la façon dont tu, amènes les choses, puis on aime ton travail finalement. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut échanger avec toi? Alors, ben, sur LinkedIn, moi je suis donc, j'ai relancé ma com, donc tu devrais me trouver, 2 ou 3 fois par semaine, sous un post. Mmh. Je prends le temps aussi d'aller commenter pas mal de posts, tu vois? C'est aussi comme ça que je découvre de nouvelles personnes et en messagerie privée, sur LinkedIn, voilà, je suis, en général, je réponds assez vite. Oui, je confirme, il y a pas de souci. On n'a pas eu de problème pour échanger ensemble, donc c'était génial et j'avais rien à d'acheter ou à vendre, donc du coup, comme quoi, hein, même pour papoter, tu es là, donc ça, c'est cool. Allez, dernière question, celle que j'apprécie peut-être le plus dans l'émission. Laura, si tu avais la possibilité de revenir 10 ans en arrière, peut-être 20 ans maintenant, non, 13 ans en arrière au début, et que tu avais la possibilité de mettre une appréciation sur le bulletin de notes de la petite Laura, enfin, plus jeune en tout cas, qu'est-ce que tu lui écrirais? Donc la Laura qui débutait, prof, c'est ça? Ouais. Ouais. Et ben, je lui dirais qu'elle est au bon endroit parce que voilà, qu'elle fait bien son travail, qu'elle est consciencieuse et que bon, elle va faire de belles choses, mais que c'est pas parce que, elle a décidé d'être prof là maintenant que sa vie est toute tracée et que si à un moment, elle a envie de changer et ben, que de toute façon avec, beaucoup d'envie et de travail, on arrive
à autre chose, on arrive à changer et voilà, donc je la rassurais si elle a besoin d'être rassurée sur le fait que sur cet aspect-là. Merci Laura, pour tout ce que tu nous as apporté. C'était génial, j'ai adoré. J'ai Merci à pris toi. plein de notes. Donc, j'ai beaucoup de travail maintenant. Tu nous as prouvé qu'on n'est jamais prisonnier d'un statut, seulement de la peur de le quitter finalement. Alors pour ceux qui nous écoutent, comme d'habitude, si vous vous sentez étriqué, c'est le terme que tu as utilisé dans votre job actuel, rappelez-vous que les murs ne sont faits souvent que de papier. Il suffit de les prendre, les froisser et puis de passer à autre chose. Merci beaucoup pour ça, Laura. À très bientôt. Et puis, j'espère qu'on se recroisera, je Merci sais à pas, toi. comme d'habitude, dans 2 ans, peut-être, pour reparler de l'évolution que tu as eue. Merci beaucoup. Avec À bientôt. plaisir. Ciao. Bye bye. Merci, au revoir. Si cet épisode vous a inspiré, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues, qui sait. Cela pourrait bien être le déclic dont ils ont besoin pour se lancer. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et laissez-nous une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Votre soutien est essentiel pour faire grandir RenaCast et continuer à donner la parole à celles et ceux qui ont osé. À très vite pour un nouvel épisode et surtout, osez passer à l'action.